dans le monde dans le monde précédent, on va dire, dans le monde des ERP, tout d'un coup, on allait dire, tiens, on va automatiser un process. Ah, tiens, toi, l'utilisateur, on va automatiser ton truc. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben moi, je veux surtout pas changer d'habitude et je veux que le logiciel, il fasse mon boulot. Ah, ben d'accord. Alors, toi, monsieur SAP, est-ce que tu peux faire son boulot? Ah, ben bien sûr, pas de problème, avec un peu d'adaptation. Toi, l'informaticien d'entreprise, est-ce que tu es d'accord? Ah, bah oui, c'est cool, je vais avoir du boulot. Et toi, l'intégrateur? Bah, pas de problème. Donc, tout ce cercle vicieux, et pas vertueux, conduisait à développer des espèces de mammouths qui était finalement pour contourner le fait que les utilisateurs ne voulaient pas changer d'habitude. Alors, je dis ça, ça coûte très cher. Le SaaS, c'est tout à fait différent. On sélectionne un process, il est tout câblé, en général il est joli, il est pratique, et on rentre dans un jeu de bonnes pratiques. Et l'utilisateur, on le met en face, on lui dit, tiens, regarde, tu pourrais travailler avec ça. Et alors il regarde et tout, ah mais tu comprends, moi j'aimerais faire ça comme ceci ou comme cela. Ah bah t'as vu, il fonctionne comme ça. Ah mais bah c'est ça. Et donc ça permet de faire rentrer les gens beaucoup plus facilement dans quelque chose de standardisé qui a été rodé, alors souvent à l'échelle internationale ou nationale ou autre. Et donc on récupère des process qui font gagner du temps, qui évitent des pertes de temps. Et voilà. Donc s'il faut éventuellement développer quelque chose de spécifique, je dirais que pourquoi pas, mais si c'est un élément différenciant par rapport aux concurrents ou si c'est cœur de métier de l'entreprise. Sinon, pour tout le reste, c'est l'opportunité d'avoir des choses génériques rodées, des bonnes pratiques qu'on récupère à un coût tout à fait raisonnable. Alors que ce soit d'ailleurs pour des grandes entreprises ou que ce soit pour des PME comme Weekendesk, qui est je crois une centaine de personnes, qui évidemment ne va pas commencer à réinventer la poudre et à tout redévelopper quand on est à la vitesse d'Internet, je suppose. Hein. Absolument, en fait, on est sur un schéma de création de valeur. Il faut justement faire du process spécifique là où ça crée de la valeur pour l'entreprise. En tant que directeur produit et techno chez Weekendesk, voilà, on m'a dit on a besoin d'un CRM. Bien évidemment, j'allais pas aller implémenter ou redévelopper des schémas de CRM spécifiques à Weekendesk parce que les utilisateurs voulaient le gérer de cette façon-là. Je suis allé chercher les solutions standards du marché, en l'occurrence Salesforce, en regardant évidemment ce qui se faisait à côté, parce que c'est là qu'on crée de la valeur pour la société. Vraiment, en répondant à 80% du besoin de l'utilisateur avec 20% de l'énergie nécessaire. Ça a permis notamment de pouvoir concentrer tous les efforts et tous les budgets sur l'évolution du back-office, des back-office hôteliers, des back-office utilisateurs, qui sont vraiment là spécifiques au métier du voyage. Mais alors là, pour les back-office utilisateurs ou hôteliers, vous-même avez développé ou là aussi, néanmoins, vous avez assemblé des briques préexistantes pour en faire quelque chose de spécifique et de différenciant pour votre entreprise? Là, en fait, c'est justement, on est sur le cœur de métier, donc il faut se différencier de la concurrence. Et le seul moyen de se différencier de la concurrence, c'est d'avoir un produit vraiment customisé. Notamment sur les players. L'e-commerce, au niveau de la restitution et des mécanismes d'achat, qu'on soit chez Amazon, chez Weekendesk, chez Expedia, on est sur des schémas très similaires, sur des mécanismes de mise au panier et sur de l'optimisation des taux de conversion. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est un système d'information ou une application, c'est un iceberg. C'est-à-dire l'utilisateur envoie 10%, mais 90% de la complexité est derrière. Et cette complexité, elle est justement gérée par ces back-office qui sont spécifiques et qui doivent masquer et gérer à travers ces process automatisés toute cette complexité à l'utilisateur qui veut juste cliquer et mettre son numéro de carte bleue pour bénéficier du service. Alors donc le back-office e-commerce, c'est votre cœur de valeur ajoutée, on va dire. Hein. Mais néanmoins, ce back-office, il est sur le cloud. Enfin, je veux dire, vous exploitez des infrastructures cloud. Voilà. Vous n'allez pas mettre en œuvre chez vous, comme ceux qui font ça depuis des années, des serveurs quelque part dans un data center à vous que vous louez, non? On est sur de la création de valeur. Est-ce que je crée de la valeur en ayant mes serveurs et en exploitant? Non. Par contre, en allant avoir des garanties de haute disponibilité auprès d'hébergeurs sur du mode de virtualisation et de cloud, oui, je crée de la valeur pour l'entreprise. Je m'enlève une épine du pied qui me permet de concentrer mon énergie sur quelque chose de plus productif. Pierre, je sais qu'il y a un point qui vous intéresse, c'est le e-commerce. Hein, vous en parlez tout à l'heure. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, j'aime bien la question à se poser à soi-même. Est-ce que je crée de la valeur en faisant ça? Et je pense qu'effectivement, cette interrogation, elle est très intéressante. J'ai une anecdote, c'est un de mes anciens clients. Ils avaient développé eux-mêmes un CRM, ils avaient mis un stagiaire pendant 8 mois. Et puis, le truc, ça ne marchait pas.
Un jour, j'ai pété les plombs, j'ai enterré le truc, et j'ai ouvert Zoho CRM, et j'ai mis 3 heures. Et en 3 heures, j'ai configuré un Zoho CRM qui marchait très bien et qui était très supérieur au truc. Donc voilà, est-ce qu'ils avaient créé de la valeur en développant ce truc-là? Ils n'avaient pas imaginé, parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas Zoho pour le faire, mais en tout cas, voilà, ils se sont complètement fourvoyés, le service ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce que ça apportait? Un truc qui ne marche pas, ça apporte rien. Mais juste pour revenir là-dessus, ces phases d'introspection, de recherche, un petit peu, ça peut être très intéressant aussi d'aller essayer de construire, de bootstrapper, de construire sa solution, parce que ça permet vraiment de marquer le bénéfice de la solution standard après. Une fois qu'on a galéré, une fois qu'on a tourné, qu'on a essayé et qu'on n'y arrive pas, ben, effectivement, un Zoho CRM ou une autre solution CRM vient juste comme un souffle d'air. Et étant donné que tous les process sont paramétrables au sein de ces outils, on a joué, on a vu à peu près ce qu'on voulait et on va pouvoir les paramétrer beaucoup plus simplement ensuite dans les outils et qui va répondre à 80% du besoin.